la revoir en français. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter en 3/4 d'heure à peu près l'ADRM Ridium LCP que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre de la Fondation Ridium et de l'association EDR Lab. Lancement qui est en cours, démonstrations qui auront lieu lors de l'EPUB Summit qui arrive dans maintenant 3 semaines. Et donc, je vais faire une démonstration relativement non technique, plutôt fonctionnelle. N'hésitez pas à me poser des questions entre chaque slide. Je vous laisserai un petit peu de temps. N'hésitez pas à mettre votre micro on si vous voulez en savoir plus. Et si vous voulez des détails techniques, on peut aller un tout petit peu plus dans la technique. Si ça devient très technique, je pense qu'il vaudra mieux qu'on se fasse un call après cette présentation pour en discuter de manière très précise. Bien. Bon, tout d'abord, juste une petite slide sur EDR Lab. Qu'est-ce que EDR Lab? Une association de statut français, mais à l'échelle européenne, qui est dédiée au déploiement européen de technologies ouvertes dans le domaine du livre numérique. Donc, en particulier, nous sommes chargés de développement de logiciels open source à l'intérieur de la communauté que l'on appelle la communauté Ridium. Les logiciels Ridium sont là pour exploiter le format ouvert EPUB, en particulier le format ouvert EPUB 3. On considère que les logiciels open source Ridium sont des applications de référence de lecture du format EPUB. Nous sommes membres du W3C, qui est en train de prendre en charge les évolutions du format EPUB, justement, à la suite de l'IDPF. Et donc, nous allons aussi participer aux évolutions du format EPUB au sein du W3C. Nos membres fondateurs sont Cap Digital, le Cercle de la Librairie, Editis, Hachette, Livre, Madrigal, Média Participation, le Syndicat National de l'Édition. Donc, ce sont des organismes privés et en organisme public, l'État français et le Centre National du Livre. Actuellement, nous avons 35 membres européens avec encore une assez large majorité de membres français et nous essayons de plus en plus d'équilibrer pour avoir de plus en plus de non-français au sein de EDR Lab. Les membres de EDR Lab appartiennent à toute la chaîne de l'édition, éditeurs, distributeurs, représentants de bibliothèques avec le réseau Carrel, développeurs d'applications, développeurs d'applications serveurs ou clientes. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur nous, bien sûr, nous avons un site web. J'ai signalé l'URL sur la slide. Donc en ce moment, un de nos gros projets depuis un an est de créer cette nouvelle DRM qui s'appelle Ridium LCP. Première question, pourquoi créer une nouvelle DRM? Première réponse, satisfaire les besoins des bibliothèques de prêt, qui sont aux avant-postes pour les besoins en termes de gestion de droits numériques, puisque ils ont des besoins de chronodégradabilité. On va revenir dessus juste après. Également, satisfaire les demandes des ayants droit. On va voir ça aussi un peu plus près. Quelles sont les différentes demandes des ayants droit aujourd'hui? Éviter les contraintes des solutions courantes, donc des DRM courantes qui posent des problèmes à toute la chaîne de distribution. Éviter bien sûr un vendor lock-in, c'est-à-dire d'être bloqué dans une solution propriétaire. Notre guide, c'est l'ouverture. Faciliter la mise en place technique d'une solution. Éviter que les coûts d'installation, les coûts de gestion, les coûts de développement soient trop élevés. Et également éviter pas mal d'écueils, dont je vais parler très rapidement. Par exemple, un écueil qu'on aurait pu créer, qui aurait été de faire que le SDK Ridium, c'est-à-dire l'ensemble des logiciels Ridium, soit relié à Ridium LCP, qui est une DRM particulière. Donc, une mise au point qui s'impose. Les logiciels de Ridium, ce qu'on appelle le Ridium SDK pour Software Development Kit. Donc, le SDK est agnostique vis-à-vis de la DRM et éventuellement mise en place. Et on trouve plusieurs modules de DRM différents
au moins 3 maintenant, qui peuvent être compatibles avec le Radium SDK. Deuxième mise au point, il n'est pas indispensable d'utiliser ce Radium SDK pour utiliser la DRM Radium LCP dans une application de lecture. On va trouver par exemple des liseuses qui ont des logiciels complètement différents des logiciels utilisés par le SDK de Radium et qui vont pouvoir pourtant mettre en place LCP relativement facilement. Enfin, un warning, il n'y aura pas de DRM à court terme Radium LCP pour des applications purement web, ce qu'on appelle du côté de Radium, Radium.js ou Radium Cloud. Cette DRM est réservée pour les applications mobiles et les applications de type desktop, c'est-à-dire sur Mac ou sur PC. Je pourrais revenir sur les raisons qui nous amènent à ça un peu plus tard. Donc, quels sont ces besoins ressentis pour les bibliothèques de prêt numérique? La première, la chronodégradabilité, c'est-à-dire que tout prêt a nécessairement une fin, sinon on appelle ça un don. Donc, la nécessité d'avoir deux informations dans la licence qui est donnée à un utilisateur. Une information qui dit à telle date et à telle heure un prêt commence, enfin une utilisation commence, à telle date et à telle heure une utilisation s'achève. Après cette date de fin, la lecture n'est plus possible. Deuxième besoin, le retour anticipé. Quand un lecteur a emprunté son livre, par exemple pour, admettons, 20 jours, qu'il l'a fini au bout de 7 jours, il veut le rendre. Pourquoi il veut le rendre? Pour déjà pouvoir emprunter un autre livre, et puis pour que le livre qu'il avait emprunté soit disponible pour d'autres lecteurs. Bien. Le retour anticipé est une nécessité et elle est prise en charge par Radium LCP. Troisième nécessité, l'extension de prêt. Une extension de prêt dans une bibliothèque peut être unique ou multiple. On peut vouloir étendre de une semaine et puis on n'a pas encore fini, alors étend à nouveau d'une semaine. Par contre, elle ne doit surtout pas dépasser une date limite qui a été fixée par le distributeur et donc par l'éditeur au départ. Par exemple, on va avoir une date limite à 90 jours, un prêt initial à 20 jours et puis on pourra étendre ce prêt plusieurs fois. Ça m'étonnerait d'ailleurs que 90 jours soit la vraie date limite imposée par le distributeur, mais ça n'est pas le sujet. L'extension de prêt peut dépendre d'un accord de la bibliothèque, c'est-à-dire que dans certains cas, certaines bibliothèques vont décider, par exemple, que les nouveautés ne peuvent pas faire l'objet de prêts étendus, ou que si la taille d'une pile de réservation dépasse un certain seuil, il y a 2, 3, 4 réservations pour ce livre, alors on n'admet pas non plus l'extension de prêt. Ce qui fait que la bibliothèque veut être en gros dans la ligne de décision d'une extension de prêt entre le matériel sur lequel on demande un prêt, une extension, pardon, et le serveur du distributeur de livres qui, lui, va réellement étendre la durée de licence en fonction de cette requête. Donc, il va y avoir juste un veto possible de la bibliothèque. Donc ça, ce sont les besoins des bibliothèques. Maintenant, quelles sont les demandes des ayants droit? Évidemment, empêcher une dissémination massive de leurs publications. Publications étant livres, mais ça pourrait être aussi d'autres types de publications numériques. Donc, pour empêcher la dissémination massive, évidemment, de manière basique dans une DRM, on donne accès au contenu à travers une notion de licence. La licence donne des droits, les droits ne peuvent pas être dépassés. Mais les ayants droit désirent aussi avoir une possibilité de révocation de la licence en cas de dérapage. Dans le cadre de Radium LCP, il s'avère que ce n'est pas une révocation, c'est une révocation a posteriori, c'est-à-dire que quand on constate un dérapage flagrant, c'est-à-dire qu'on constate par exemple qu'un nombre important, trop important, bizarre d'applications de lecture est en train d'accéder au même livre avec la même licence, alors le distributeur a le droit de révoquer la licence. À partir de là, plus aucun des appareils qui pouvaient jusqu'ici lire le livre ne pourra le faire. La licence sera morte. Deuxième demande des ayants droit, limiter des portées d'action de copie du genre limiter le nombre de pages imprimées en une action ou en une session, ou limiter le nombre de caractères copier-coller en une session.
Donc ces droits-là, bien sûr, ont été implémentés dans la DRM Radium LCP. Les solutions de DRM courantes ont des contraintes, et ces contraintes, Radium LCP essaye de ne pas tomber dedans, d'en sortir en fait. Donc première contrainte sur les DRM, souvent l'accès au livre est complexifié. Par exemple, dans le cadre d'Adobe, vous le savez, il faut s'inscrire chez Adobe avant de pouvoir accéder à un prêt, par exemple, ou un achat. Deuxième contrainte, barrière à l'accessibilité. Dans certains cas, les DRM transforment le texte en image. Donc, à partir du moment où elle est transformée en image, les systèmes qui sont là pour ce qu'on appelle les screen readers, les systèmes qui sont là pour transformer en audio ce texte structuré, ne sont plus utilisables. Troisième contrainte, des barrières à l'interopérabilité. Dès qu'on tombe sur un système propriétaire du type Amazon, bien sûr, on ne va pas pouvoir lire son livre sur un autre matériel que celui qui a été fourni par le distributeur. Donc évidemment, le problème se pose dans les bibliothèques avec Amazon, puisque les Kindle ne peuvent pas emprunter de livres prêtés en bibliothèque. Ensuite, autre contrainte actuelle, les interdictions de partage, alors qu'on peut qualifier de familial ou amical, c'est-à-dire partage en petit nombre qu'on peut faire dans le monde du print, qu'on ne peut pas faire dans le monde virtuel du numérique jusqu'ici. Limitation du nombre de dispositifs de lecture, en général avec la DRM Adobe en particulier, 6 devices seulement peuvent accéder à la même licence. Si on imagine un achat, si on imagine qu'on change tous les 18 mois d'iPhone, ou d'i quelque chose, ou d'appareil mobile, on arrive assez vite à la limite des 6, et donc on a des problèmes de support, et on n'a pas l'impression d'avoir une réelle possession du livre qu'on a acquis. Contrainte sur l'archivage, du coup on a, à cause des contraintes précédentes, plus à cause de certaines disparitions de libraires dans le passé qui ont fait que toutes des collections entières de livres devenaient lisibles, pas mal de personnes ont l'impression de ne pas pouvoir espérer archiver leurs achats. Et ça, en général, si on remonte assez loin, ça vient de l'interaction nécessaire dans pas mal de DRM entre l'application cliente et le serveur de distributeur, surtout quand on veut installer un livre sur un nouvel appareil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu éviter dans cette DRM également. Et enfin, et ça n'est pas innocent, certaines DRM provoquent certaines fuites de données personnelles. On ne sait pas exactement à quoi servent ces données personnelles, mais le réseau montre qu'elles s'en vont vers des tiers. Et donc évidemment, nous cherchons à éviter ce problème dans cette DRM nouvelle manière. Je passe sur les notions de vendor lock-in parce que je pense que vous les connaissez par cœur. Donc je vais passer à quelques avantages que je note sur Radium LCP. Premièrement, c'est une solution non propriétaire, c'est-à-dire c'est une solution qui n'est pas développée par une société commerciale. Elle est non seulement développée par une société à but non lucratif, DR Lab, mais elle est pilotée par un autre organisme à but non lucratif qui s'appelle Ridium. Ridium a un steering committee pour les DRM et l'avenir de LCP sera guidé par ce steering committee. Il est utilisable sur toute plateforme de distribution, toute application de lecture. On est sur, alors on ne peut pas appeler ça réellement un standard ouvert, puisqu'un standard ouvert, c'est une sorte de proposition qui est totalement transparente. Dans le domaine d'une DRM, il y a une partie un peu confidentielle, on va en parler un peu plus tard. Donc j'évite de parler de standard ouvert. Par contre, je peux parler de solutions relativement ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut licencier n'importe quel distributeur, n'importe quelle application de lecture sans limite. La spécification de Radium LCP est publique, elle est en ce moment en ligne sur le site de Radium. Des logiciels open source ont été développés par EDR Lab.
Ils sont en ligne actuellement sur les répertoires GitHub. Les coûts d'utilisation de Radium LCP sont limités, en particulier parce qu'il n'y a pas de coût transactionnel lié à l'utilisation de Radium LCP. Et enfin, on prend garde, comme je le disais précédemment, à éviter les contraintes qui étaient citées dans la diapo précédente. Le gros avantage de Radium LCP, c'est la simplicité. On revient à certains basiques avec cette DRM, aussi bien au niveau utilisabilité qu'au niveau technologique. L'idée, c'est de faire quelque chose qui est passe-partout, qui est simple, simple à mettre en œuvre et simple pour l'utilisateur. Donc, pour l'utilisateur, ça donne quoi? L'utilisateur va sur un catalogue, un libraire, une bibliothèque, choisit un livre et décide de le charger avec la DRM Radium LCP parce qu'il sait qu'il a un appareil compatible. Donc, il charge son livre numérique. Il l'ouvre avec son appareil. Un mot de passe lui est demandé. Ce mot de passe lui sera demandé une seule fois parce que l'appareil va ensuite mettre en cache ce mot de passe et la prochaine ouverture, ce mot de passe ne lui sera plus demandé. Et donc, dès qu'il a rentré son mot de passe, il peut lire son livre sans contrainte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot de passe? Vous allez me demander. Ce mot de passe, c'est quelque chose qui doit être relativement personnel, facile à retenir ou facile à retrouver. Donc, le libraire ou la bibliothèque va choisir sa stratégie de délivrance de mots de passe. Pour une bibliothèque, ça peut être un identifiant, l'identifiant bibliothèque de l'utilisateur, qui souvent est déjà utilisé pour s'authentifier auprès du portail de la bibliothèque. Dans tous les cas, ça peut être, et c'est peut-être d'ailleurs meilleur, la réponse à une question personnelle. Quel est le nom de votre animal de compagnie, le nom de famille de votre mère, votre livre préféré? On peut imaginer laisser évidemment le choix de la question à l'utilisateur. Ce type de choses, c'est ce qu'on trouve quand on oublie son mot de passe sur un site web. Les gens ont l'habitude de répondre à ce type de questions secrètes et de mémoriser du coup leurs réponses. Donc on tombe sur quelque chose qui est mainstream, qui est très pratique pour les utilisateurs. Ça peut être quelque chose d'encore plus simple comme l'email de contact, donc l'email qui a été donné au libraire ou l'email qui a été donné à la bibliothèque. Le tout, c'est que ce soit relativement personnel et le tout, c'est que la personne puisse le retrouver. Donc pour le retrouver plus facilement, il y a déjà un premier mécanisme, c'est-à-dire que l'utilisateur aura en général un seul mot de passe pour tous les livres qu'il va acheter dans une librairie ou tous les livres qu'il va emprunter dans une bibliothèque. Même mot de passe pendant un temps non limité, mais éventuellement le libraire peut décider au bout de quelques années de changer de mot de passe ou l'utilisateur peut décider de changer de mot de passe lui-même. À partir de ce moment-là, tous les nouveaux livres qu'il achètera, par exemple chez un libraire, seront débloqués par le nouveau mot de passe. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux me souvenir de l'ancien et du nouveau mot de passe? C'est tout simple, c'est que quand on vous demande le mot de passe, on vous affiche également la question dont ce mot de passe est la réponse, par exemple. Donc, si le mot de passe correspondait à un identifiant utilisateur, on vous demandera quel est votre identifiant dans telle bibliothèque et pourquoi pas à telle année. Un animal de compagnie, on est assez tranquille, on s'en souviendra 20 ans après. Et surtout le nom de famille de votre mère, j'espère qu'on s'en souvient pas mal en général. Donc il y a toujours la question est posée et elle permet, même 20 ans après, de répondre tranquillement à cette question. Et éventuellement, on peut rajouter un lien vers un centre de support dans la licence, donc c'est une URL, qui ramènera vers ce que le libraire ou la bibliothèque désire avoir mis comme aide à l'utilisateur au cas où vraiment il ne se souvienne plus de son mot de passe. On peut éventuellement changer son mot de passe pour un livre donné, même dans une bibliothèque, et régénérer des licences correspondant au nouveau mot de passe. La mécanique entre le libraire et le distributeur peut être mis en place pour faire ce genre de choses, mais ça c'est en dehors du niveau DRM, on rentre dans les niveaux applicatifs, donc j'en parlerai pas. Une des premières utilisations de LCP va être une des chaînes les plus complexes qu'on ait actuellement, va être celle de prêt numérique en bibliothèque en France, où on va avoir
on va avoir une chaîne composée d'éditeurs, de distributeurs, d'une solution interprofessionnelle de Dilicom, d'un portail de bibliothèque, d'un utilisateur, d'une librairie qui vend des livres à des bibliothèques, enfin qui vend des licences, pardon, à des bibliothèques, et d'une bibliothèque qui alimente son portail de bibliothèque. Donc un système relativement complexe. Et Iridium LCP est tout à fait adapté à ce type de chaîne. Et en ce moment, certains distributeurs sont en train d'adapter leur plateforme pour pouvoir servir des licences LCP. Dilicom est en train de mettre en place un support, on va dire, multi-DRM pour pouvoir passer les informations nécessaires entre les portails de bibliothèque et les distributeurs. Les portails de bibliothèque vont être légèrement modifiés pour supporter plusieurs DRM. Pour l'instant, ils ne supportent que ACS en général, de Adobe. Et donc, les utilisateurs devront se doter d'appareils de lecture, applications ou liseuses compatibles avec Iridium LCP. Certaines vont apparaître très bientôt. Par contre, pour les libraires et pour les bibliothèques, donc en bas de cette diapo, il n'y a pas de changement technologique, c'est-à-dire que le libraire, enfin la bibliothèque achète toujours au libraire des droits de prêt sur des livres, indépendamment de la DRM utilisée. Donc seules les solutions des distributeurs de Dilicom et des portails de bibliothèques doivent être modifiées, plus il faut des applications compatibles LCP pour l'utilisateur. Si on cherche à avoir un peu plus de détails sur le fonctionnement de Iridium LCP, c'est un système où on va chiffrer le contenu. Alors dans un fichier EPUB, on peut chiffrer bien sûr le texte. On peut également chiffrer des images, si on veut, chiffrer des clips audio ou des vidéos. Donc le binaire peut être chiffré comme le texte peut être chiffré. On peut tout chiffrer, ne chiffrer qu'une partie. Les ressources sont indépendantes les unes des autres, dirait-on. Une fois qu'on a chiffré ce contenu avec ce qu'on appelle une clé secrète, ce que j'ai appelé ici content key, donc on récupère un contenu chiffré qui peut être chargé par à peu près n'importe qui. De toute façon, il n'est pas lisible si on n'a pas cette clé de déchiffrement qui va être, elle, correctement protégée. Quand on crée une licence pour quelqu'un, qu'est-ce que l'on crée en fait? On crée une petite structure dans laquelle on met les droits acquis par la personne, en particulier un nombre de pages, un nombre de caractères à copier, et puis une date de début et de fin d'usage. Bien sûr, toutes ces informations-là sont optionnelles. On peut simplement avoir chiffré son droit précis et décider que seules les personnes qui ont le mot de passe peuvent ouvrir, mais sans limite de nombre de pages, sans limite de nombre de caractères ou de temps. Bon, donc on met des droits, on met quelques infos personnelles qui elles-mêmes peuvent être chiffrées pour éviter que ça devienne de la fuite de données personnelles. On met cette phrase qui va aider à retrouver le mot de passe, donc on appelle ça en anglais le passphrase hint. Mais en gros, c'est la question à laquelle on a répondu quand on a choisi son mot de passe. On met cette clé qui va servir à déchiffrer le contenu, mais elle-même, on la protège, on la chiffre elle-même. Donc c'est quelque chose qui n'est pas retrouvable facilement. On met un certificat du fournisseur de la licence qui va prouver que cette licence vient de quelqu'un de trusted, enfin quelqu'un en qui on croit. Okay. Et enfin, on va mettre une signature autour de tout ça pour être sûr que personne ne touche cette structure, personne ne modifie par exemple la date de fin d'un prêt. Donc que cette structure reste stable dans le temps. On envoie ça du côté de l'utilisateur. L'utilisateur charge cette licence. Dans cette licence, il va trouver un lien vers le contenu protégé, le contenu qui était chiffré. Il va récupérer ce contenu chiffré. Il va fusionner les deux et il obtiendra un fichier EPUB protégé par LCP avec une licence à l'intérieur. Cette chose va pouvoir être lue sans aucun problème par une application de lecture compatible avec LCP. On rajoute par-dessus tout ça, une couche d'interface dynamique qui fonctionne à travers le web et qui va permettre de mettre à jour la licence. Donc tous les appareils de lecture qui sont connectés à Internet
vont à chaque ouverture du livre communiquer avec un serveur, enfin le serveur qui a émis la licence, et s'enregistrer auprès de ce serveur, être capable de demander un retour anticipé, être capable de demander une extension de prêt auprès du serveur. L'enregistrement de l'appareil de lecture auprès du serveur va permettre au distributeur de vérifier qu'il n'y a pas de dissémination massive du contenu, c'est-à-dire que le nombre de terminaux qui s'enregistrent ne devient pas trop élevé. S'il juge que le nombre de terminaux devient trop élevé, par exemple, admettons qu'on dépasse la centaine, ça commence à devenir très bizarre, il est tout à fait en droit de révoquer la licence. Serveur de licence open source, donc le DR Lab a travaillé pour aider les implémenteurs à une implémentation gratuite disponible pour tout le monde d'un serveur de licence qui fait tout ça en fait, qui génère des licences, chiffre du contenu, enfin d'abord chiffre du contenu, ensuite génère des licences et met à jour ces licences en fonction des ordres qu'il reçoit des différents devices, demande d'extension de licence, demande de retour anticipé, etc., etc. Ce logiciel sera très bientôt public. Quand je dis très bientôt, je pense que c'est dès la semaine prochaine. Mais ça n'est pas le seul à pouvoir implémenter Radium LCP. On trouve des implémentations que je vais qualifier d'industrielles, par exemple de la marque canadienne de marque, qui implémente déjà Radium LCP, qui va être mis en place, par exemple, de marque sur l'infrastructure d'Eden en France. Ce logiciel est constitué de 4 modules complètement indépendants, interdépendants, qui discutent les uns avec les autres. Un module qui sert à chiffrer des publications, un module qui sert à servir des licences, un module qui sert à servir des états de licence, c'est-à-dire des petites structures qu'on peut charger, qu'un lecteur peut charger très souvent, et qui va indiquer si, par exemple, si la licence est révoquée, pourquoi pas, ou si une durée de licence a été modifiée. Donc toutes les modifications qui peuvent intervenir sur la licence peuvent être par là répercutées sur tous les appareils qui ont accès à cette licence. On offre aussi une interface de test qui ressemble, on appelle ça un front-end, c'est une sorte de micro site web qui va permettre de choisir quelques publications, de créer des licences, d'émuler des retours et des extensions, donc une interface qui va permettre de tester que nos serveurs sont fonctionnels. Donc tout ça est disponible très bientôt pour le grand public, aujourd'hui pour les personnes qui nous en font la demande. Nous fournissons aussi un code client en open source. Là aussi, l'objectif est de simplifier la mise en place de Radium LCP dans des applications, surtout dans des applications basées sur le SDK, le Software Development Kit de Radium, mais pas seulement. C'est-à-dire que quelqu'un peut vouloir intégrer ce code dans une liseuse qui a une application complètement différente. Là, il aura un peu plus de travail, bien sûr, puisqu'il devra, entre guillemets, découper ce qui l'intéresse dans le code que l'on fournit, le code de cryptographie. Mais il aura déjà la moitié du chemin qui aura été fait grâce à ce code. Ce code est en C++ et en langage natif, Objective-C pour des applications iOS, Java pour des applications Android. Le code est déjà public, tous les développeurs peuvent le charger et participer à son évolution parce que nous sommes dans un monde open source où on aimerait bien que tous ceux qui utilisent, bien sûr, donnent un peu de leur temps pour améliorer. Je mets dans la slide juste un petit warning. Ce n'est pas du plug and play, c'est-à-dire qu'il y a dans une application de lecture une certaine charge de mise au point, essentiellement due au fait que comme il y a une interaction utilisateur pour la demande de mot de passe, cette interaction utilisateur entre le module de déchiffrement et l'interface homme-machine nécessite un certain code dans l'application de lecture. Et ce code est à la charge de l'intégrateur. Bien sûr, dans ce qu'on appelle des launchers, donc des outils de test réalisés par Radium, nous avons fait une mise en place de ce code
Donc, bien sûr, les implémenteurs, les développeurs d'applications peuvent s'en inspirer pour faire leur propre code et donc gagneront du temps grâce à ces exemples d'intégration. Autre chose à la charge du développeur d'application, assurer la robustesse du code qu'il produit, c'est-à-dire le fait qu'un pirate ne puisse pas désosser son application pour trouver les informations de DRM qui sont à l'intérieur. Donc il y a des applications qui sont là pour ça, des librairies qui sont là pour aider à protéger, à durcir du code. Et on demande aux développeurs d'applications d'utiliser une de ces librairies pour éviter le hacking, en fait. Donc nous arrivons à un système qui est contrôlé avec du code open source qui est fourni. Donc qu'est-ce qui est ouvert? Les spécifications, le code source client, le code source serveur. Mais je parle d'un écosystème contrôlé parce que certaines informations confidentielles sont néanmoins réservées aux membres de l'écosystème Radium LCP, c'est-à-dire aux gens qui acceptent de faire partie du cercle. C'est-à-dire de faire partie d'un cercle où toutes les applications sont réellement interopérables, mais un hacker ne peut pas créer son application avec les mêmes spécifications et les mêmes capacités qui lui permettraient de sauver en clair des fichiers EPUB. En gros, on peut dire que on offre tout le code, sauf une pièce, le Delco, comme on disait avant dans les voitures, une pièce qui va permettre de faire démarrer le système et de le rendre compatible avec les autres applications de l'écosystème. Allié à cette information confidentielle qu'on va donner uniquement à des personnes choisies, il va y avoir une certification d'application. Donc la certification d'application de lecture ou de l'application serveur, ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier que l'application est conforme aux spécifications, c'est-à-dire qu'elle sait lire des licences générées par n'importe quel serveur LCP, si c'est une application de lecture, ou qu'elle sait recevoir des commandes qui viennent de n'importe quelle application de lecture, si c'est un serveur de licence. Donc on va tester l'interopérabilité, et puis on va enregistrer la déclaration de robustesse de l'application, puisque bien sûr la robustesse n'est pas quelque chose que l'on peut tester facilement. Donc là on fait entre guillemets confiance au développeur d'application, on lui demande simplement comment il a fait pour assurer cette robustesse, et il signe un document où il précise en fait le soin qu'il apportait à sa robustesse d'application. Bien sûr, qui dit certification dit coût. Donc, les objectifs de notre certification étant d'assurer un écosystème tout à fait interopérable, de couvrir les coûts de maintenance de cet écosystème, d'assurer le développement de logiciels qui simplifient l'intégration. Et puis, on ne voulait pas un coût qui prenne en charge les frais de transaction. Donc, on voulait quelque chose qui soit un modèle de coût fixe. Résultat, on a un modèle de certification annuelle dont le coût est indexé sur le chiffre d'affaires numérique soit du développeur d'application, soit du développeur d'application de lecture ou du développeur d'application serveur. On a mis en point une grille au sein de DERLab pour ça, qui a été validée par le conseil d'administration de DERLab. Cette grille est donnée à toutes les sociétés qui veulent faire partie de cet écosystème. Et c'est une grille objectivement très intéressante qui devrait permettre à Radium LCP de prendre pas mal de marchés rapidement. L'argent récupéré par ce biais servira évidemment à maintenir l'écosystème et juste pour rassurer certains, si le flux est suffisant, les ressources seront dérivées vers des développements open source pour Iridium. Nous sommes une association à but non lucratif, donc tout ce qui est revenu est reversé intégralement dans les développements Iridium ou les développements autour de l'EPUB. Un agenda, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année 2016? Ça a été une année de mise au point de spécifications, de développement,
développement de logiciels clients, serveurs, développement de documents contractuels, modèles de certification. Donc ça a été une année de mise au point de l'ensemble des pièces qui constituent la nouvelle DRM. Maintenant, nous passons en 2017, c'est la période de lancement de l'écosystème dans ce premier trimestre, avec les premières démonstrations publiques qui auront lieu donc, je le disais au tout départ, à l'EPUB Summit, 9 et 10 mars à Bruxelles. Dès que ces premières démonstrations publiques et les premières démonstrations d'interopérabilité auront été menées, on passera au lancement pratique. Un des premiers systèmes lancés sera PNB, Prêt numérique en bibliothèque, en France, qui assez rapidement permettra de protéger par LCP plusieurs catalogues et de les distribuer vers plusieurs applications de lecture à travers plusieurs portails de bibliothèque. J'ai résumé ici un petit peu le fait que la France devrait être en première ligne du lancement de LCP, puisque le syndicat national de l'édition supporte très favorablement cette nouvelle DRM, que les groupes d'édition fondateurs de DRLab sont aussi favorables à cette DRM, que plusieurs développeurs d'applications et libraires sont eux-mêmes en train d'implémenter des serveurs LCP, que de l'autre côté de l'Atlantique également, la New York Public Library développe une application mobile open source sur laquelle le DRLab va ajouter un support LCP, et cette application étant open source pourra être intégrée, pourra être une des applications françaises qui supportent LCP, enfin pardon, une des applications qui supportent LCP en France plutôt. Et enfin que DRLab développera prochainement une application Mac et PC également capable de supporter LCP. Mais la France, évidemment, n'est pas la seule à intégrer Iridium LCP. Nous avons des intégrations en cours en Corée du Sud, aux USA et dans pas mal de pays. Le Canada, j'espère bientôt. Donc, on voit des sociétés intéressées un peu partout dans le monde. Nous avons actuellement beaucoup de contacts. Donc, on espère que d'ici la fin de 2017, on aura beaucoup d'exemples à montrer d'intégration réussie de LCP dans des écosystèmes plus ou moins larges. Dans certains cas, il s'agit d'universités qui veulent distribuer leurs textbooks. Dans d'autres cas, il s'agit de libraires qui veulent, sur un petit pays, en faire une sorte de norme. Et dans d'autres cas, c'est quelque chose qui pourrait remplacer la DRM Adobe dans des usages classiques. On l'espère bientôt. Un petit mot sur justement les différentes DRM qu'on va trouver en même temps sur le marché. Donc, l'incompatibilité des DRM est forcément un écueil à l'interopérabilité. C'est-à-dire que si j'ai un appareil de lecture qui supporte uniquement la DRM d'Adobe, qu'on me propose uniquement quelque chose qui est protégé par LCP, j'ai un problème. Si j'ai un appareil de lecture compatible LCP, un autre compatible Adobe, je vais avoir un problème pour passer un livre d'un appareil à l'autre. Donc, l'interopérabilité rêvée, globale, est impactée par la multiplicité des DRM, c'est un fait. On ne peut pas imaginer que globalement un pays passe à l'utilisation unique de Iridium LCP sur un temps court. Il y a un certain poids des lisieuses existantes qui n'évolueront pas. Il faut attendre que l'utilisation de ces lisieuses s'éteigne d'une certaine manière pour pouvoir éliminer les DRM, on va dire, obsolètes. Quelques lignes que j'aimerais discuter avec vous si vous le voulez. Je pense que les éditeurs devraient déjà autoriser plusieurs DRM, puisque j'imagine qu'à partir du moment où ils estiment qu'une DRM protège suffisamment leur contenu, ils peuvent accepter que ce soit le DRM X ou Y ou les deux à la fois qui protègent ce contenu. Les distributeurs, autant que possible, devraient gérer plusieurs DRM pendant un certain temps, au moins Adobe et Iridium LCP, puisque Adobe ne disparaîtra pas comme ça. Il s'avère qu'il y a une troisième DRM qui arrive exactement en même temps sur le marché, URMS de Sony. Rien ne s'oppose à ce que URMS soit aussi supporté par les distributeurs. Ça ne facilite pas
la problématique d'incompatibilité et d'interopérabilité, mais bon. Les libraires. Là, le problème est un peu plus délicat chez les libraires, puisque c'est eux qui sont en face de l'utilisateur, donc en face du matériel de l'utilisateur, compatible ou non avec une certaine DRM. Eux doivent chercher à simplifier le choix des utilisateurs et le faire en fonction des capacités de leur système de lecture. Donc, pour faciliter ça, du côté d'Airlab, nous comptons mettre en place, enfin nous avons déjà mis en place, une petite interface ouverte sur le web qui liste les applications compatibles Rhodium LCP avec un identifiant pour chaque application. Si un libraire est capable d'identifier quelle est l'application utilisée par un lecteur, il pourra se référer à cette table pour voir quelle est la bonne DRM qui convient. En gros, si le terminal est compatible Rhodium LCP ou non. Si les autres fournisseurs de DRM en faisaient autant, on pourrait avoir comme ça une sorte d'abac des différents appareils et des différentes compatibilités qui permettraient d'afficher en face de l'utilisateur au moment de l'achat la bonne protection sans qu'il souffre. Mais ça exige des petits développements du côté des libraires qui restent à discuter. Par défaut, la solution la plus basique sera évidemment, lors de l'achat, de demander à l'utilisateur quel DRM il veut avoir, mais il faut s'attendre là, si on en arrive là, à certains problèmes vis-à-vis des utilisateurs qui ne comprennent pas ce qu'est une DRM. À partir de là, si les libraires font ce travail de simplification de choix, les applications de lecture pourront assez facilement s'affranchir des DRM obsolètes. C'est-à-dire qu'on pourra imaginer, par exemple, une application de lecture qui ne supporte que Rhodium LCP, puisque elle sera découverte par le libraire et l'utilisateur chargera de manière naturelle une publication protégée par Rhodium LCP. Donc ça, c'est ce que j'espère voir venir durant l'année. Une question qui est posée quelquefois à propos de Rhodium LCP, c'est la pérennité de la solution. En effet, nous ne sommes pas une énorme entreprise. Eh bien, à la limite, c'est plutôt un avantage. Donc, on va prendre deux hypothèses. Première hypothèse, un fournisseur de licences disparaît. Il a fourni des licences pour beaucoup de livres et il sort du marché. Ça n'est pas très impactant pour les gens qui ont acheté les livres auprès de ce distributeur, pour la bonne et simple raison que, avec son mot de passe, le lecteur est totalement autonome. C'est-à-dire que, puisque le mot de passe est personnel, il n'y a plus d'interaction avec le serveur si le serveur a disparu, mais il peut quand même ouvrir son livre. Donc l'application protégée par LCP reste utilisable pendant un temps non limité. Également, je vais dire que un fournisseur de licence qui sortirait du marché mais qui voudrait passer son marché à un autre fournisseur de licence peut le faire. Avec le mécanisme de mise à jour de licence à distance, on peut très bien imaginer des portabilités des licences d'un fournisseur de licence à un autre. Deuxième hypothèse, le DRLab, en tant que certifieur d'application, arrête cette activité. Ça n'est pas bien grave non plus, puisqu'une autre entité peut facilement se charger de la tâche. C'est une tâche assez peu impactante en termes de travail. Quelques personnes suffisent simplement pour certifier les applications. Et les informations confidentielles dont nous disposons, que nous donnons aux personnes qui implémentent Rhodium LCP, elles vont être mises chez un tiers de confiance pour qu'elles puissent être récupérées par une autre entité si EDRLab venait à arrêter cette activité. Donc là aussi, la pérennité de la solution est assurée quoi qu'il arrive, en fait. Voilà, j'ai fini ce tour d'horizon. Et maintenant, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, évidemment. Bonjour, merci Laurent pour toute cette présentation. C'est Bertrand d'Hachette. Moi, à ce stade-là, j'ai pas de questions, c'était très clair. Très bien. Je vois que Vincent est à côté de toi. Oui.
suis juste à côté. Et merci beaucoup pour cette présentation. C'est pareil, hein, j'ai pas de questions, c'était vraiment très clair. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Stéphanie, vous avez peut-être des questions? Non? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, donc ce qui me reste à faire, c'est vous laisser donc notre